Bonjour Pierre et bienvenue sur, BlockX. Tu es aujourd'hui, consultant senior, spécialisé blockchain et Web3 chez Capgemini, dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter ton parcours et ton arrivée dans la blockchain, s'il te plaît? Bah, salut Pierre, merci de m'accueillir dans cette belle initiative que tu as lancée. Donc pour t'expliquer un petit peu d'où je viens, donc déjà on vient de la même école Arts et Métiers. Moi j'ai fait mon parcours en fait à l'étranger à la fin de mon cycle, donc en Écosse. Donc là-bas j'étais dans le product design mécatronique. J'ai fait un an là-bas et en fait je me suis vachement formé à tout ce qui était entrepreneuriat là-bas. Il y avait une forte traction entrepreneuriale. Il y a un gros tissu de support aux créations d'entreprises. Donc ça m'a pas mal motivé. J'ai lancé en fait un projet à la fin de mes études là-bas de micro lave-vaisselle portatif avec un associé. Donc c'est un peu le concurrent du Bob français, si tu vois le petit produit. Donc c'était la version écossaise. On a fait ça pendant 2 ans en Écosse, à Glasgow. Pas mal de succès au début, quelques compétitions gagnées à l'échelle écossaise, donc un peu d'argent pour commencer à créer le produit. Malheureusement, au bout des 2 ans, il y a eu ça a un peu tourné au vinaigre avec mon associé, on s'entendait plus. Du coup, j'ai quitté le projet prématurément, donc j'ai vendu mes parts. Et 1re interaction avec la blockchain à ce moment-là, puisqu'on était à cette époque en 2018. Moi, j'avais commencé à investir dans tous les projets bien et pas bien au bull run de 2017. Et en fait, voilà, en 2018, j'ai eu cet apport d'argent et je me suis dit, allons-y, banco, je vais mettre ce que j'ai gagné de la startup dans le Bitcoin et on verra bien ce que ça va donner au prochain cycle, s'il y a un prochain cycle. Donc, là, on était mi-2018, on était à peu près au bas du marché à l'époque, on était vers 6-8 000, je crois, le Bitcoin. En parallèle, j'ai pas mal progressé sur la technologie, j'ai vraiment plongé dans cet écosystème et c'est vrai que, en fait, j'ai un tempérament assez obsessionnel, tu vois? Quand je découvre une nouvelle tech ou un nouveau sujet qui m'intéresse, j'ai tendance à vouloir passer, des heures et des heures, pour essayer de comprendre, tous les, tenants et les aboutissants et heu et avoir cette espèce de défi personnel où je cherche à être le meilleur, dans ce domaine-là et à tout comprendre. Donc j'ai fait ça, par exemple, sur les effets spéciaux, où c'est parti d'un petit film amateur, on s'est amusé pendant 3-4 mois là-dessus, jusqu'à, en fait, vendre des projets vidéo, sur une plateforme, un marketplace. Et tu vois, en 8 ans, j'ai fait, je sais plus quoi, 30 ou 40 000 de bénéf là-dessus. Et la blockchain, ça a été pareil. Au début, ça a été, intérêt personnel, je tente, oh là là, il y a des projets qui se lancent, et comme j'avais en fait ce mindset entrepreneurial, c'était hyper intéressant de pouvoir, ben, investir au capital de boîtes, enfin plutôt au token, de petites boîtes qui se lancent en disant, «Je crois en cette idée, et j'ai envie qu'elle progresse» et évidemment de bénéficier, personnellement de sa réussite. Donc ça, voilà comment, j'ai été confronté à la blockchain. Donc en 2018, je reviens en France, non, c'était 2019, pardon. 2019, je reviens en France, j'ai été chef de projet innovation dans une grosse boîte, du CAC 40. J'ai fait ça pendant 1 an et demi. Alors pas trop de rapport avec la blockchain, mais de l'innovation, donc aussi du lancement de nouveaux projets, du cadrage, lancer des POC, jusqu'à l'été, covid, donc en 2020. Où là, voilà, mauvaise situation économique, la boîte, avait perdu 20 de CA. Ils ont lancé un PSE, donc j'ai été, largué du navire, en septembre, et du coup, je me retrouve avec, un package quand même, sympa, un petit chèque de sortie et surtout du budget de formation. Donc j'en ai profité pour là me former, vraiment sur la blockchain avec un cours de bon niveau. Et c'est là que j'ai fait, c'est donc le cours du MIT sur les, Blockchain Innovation and Applications ou un truc comme ça. Donc un cours de 6 semaines avec, différents assignments, une communauté, des profs qui te corrigent. Donc vraiment sympa, j'ai progressé, assez bien sur la technique, comprendre vraiment,
la logique des blocs, la validation, les consensus, tout l'aspect de tokenomics. C'est vraiment ça qui m'a ouvert les yeux. C'est, comprendre comment tu peux créer une économie et une sorte de cycle où tu vas avoir, ben, un token qui va être généré, comment tu le réinjectes dans ta plateforme, comment tu incentivises, tes utilisateurs à essayer de garder la valeur le plus longtemps dans le réseau et non pas l'extraire et le revendre, contre du fiat. Et donc sortant de là, novembre-décembre, donc j'ai signé chez Capgemini Invent, en tant que consultant. Hem et du coup, je venais avec l'idée de, bosser avant tout sur, ces sujets-là, blockchain, Web3. On parlait encore pas beaucoup de Web3 à l'époque, mais voilà, c'était les sujets qui m'intéressaient et depuis, 2 ans là, en décembre, je suis chez Capgemini maintenant, senior, et j'ai une forte implication dans ces sujets-là. Donc c'est le chapter Web3 au sens large et on traite des sujets, blockchain, métaverse, et Web3, NFT, tout ce qui va avec. Super, bah, on va en discuter progressivement, on va un peu rentrer dans les offres, de services et de ce que vous proposez avec, Capgemini. Déjà pour recontextualiser, parce que bon, je sais pas si tout le monde a vocation à connaître Capgemini, mais ça fait quand même partie des boîtes, conseil qui sont bien assises, en France en termes de reconnaissance, de légitimité qui leur permet aussi, enfin qui vous permet d'intervenir, dans les plus grosses, boîtes et industries, françaises, CAC 40 et autres. Donc c'est intéressant de voir, comme j'avais reçu quelqu'un de chez Accenture aussi et quelqu'un de chez, KPMG, de voir aussi un petit peu comment cette transition, comment cette révolution blockchain vient s'implémenter dans des boîtes, on va dire plutôt classiques, mais de renommée, française et internationale, hein, globalement. Heu voilà, pour recontextualiser, est-ce que tu peux, expliquer, quelle a été un peu la démarche, à l'échelle macro de Capgemini de se dire, voilà, il faut qu'on surfe sur cette vague-là, il faut qu'on puisse intégrer des services par rapport à ça et comment ça s'est concrétisé, au quotidien chez vous? Alors je dirais ce qui a été marquant entre ces 2 années, c'est, le shift, méta. C'est-à-dire que, moi la première année, on était quand même sur un petit groupe d'une dizaine de personnes, spécialisées blockchain. Donc c'était vraiment le cœur du sujet, c'était, voilà, comment la blockchain, s'adapte, à différents sujets sectoriels. Donc ça va être mobilité, transport, heu, retail, enfin vraiment tous les secteurs qu'on traite chez Capgemini. Et du coup, on essayait d'être pas mal dans le développement de l'offre, d'avoir des decks et des propositions, des cas d'usage sur ces différents secteurs. Et en fait, avec l'arrivée de Facebook qui s'est rebrandé là en novembre, là, ça a été une explosion. En quelques semaines, en fait, au sein du cabinet, on a été plusieurs à lancer des initiatives et à se dire: «Oh, le métavers, nouveau sujet, il faut en parler», tu vois? À la fois être présent sur les réseaux sociaux, mais aussi en interne, être, capable d'être pertinent sur le sujet. Et du coup, dans différentes entités, il y a des initiatives qui se sont lancées, qu'on a finalement, mergées en une seule, qui est devenue le chapter, Web3, au sein de Capgemini. Et tu vois, à l'heure actuelle, on est, entre 30 et 40 sur le sujet. Donc, grosse croissance là entre les 2 années. C'est clair. Et en fait, voilà, c'est un gros chiffre parce que le sujet blockchain qui était quand même très technique et qui était assez peut-être, pas élitiste, mais compliqué à y rentrer, enfin sans avoir les bases de 10 heures de cours de, c'est quoi un bloc, c'est quoi une transaction, c'est quoi un hash, tout ça. Le côté métaverse qui est beaucoup plus, on va dire imagé, monde virtuel, ça parle pas mal aux jeunes générations et aux nouveaux consultants qui arrivent. Et donc ils sont rentrés par cette porte et maintenant on essaye de les former, avec la technique derrière, puisque métaverse derrière, tu as quand même les NFT, donc c'est, enfin de la preuve digitale, mais sur la blockchain, donc tu es obligé de comprendre la blockchain pour pouvoir parler NFT. Et voilà, ça a été la porte d'entrée et même, d'un point de vue client, on a eu, une énorme croissance, sur les pitchs, 1er semestre 2022. On était à une trentaine ou une quarantaine de pitchs, sur les 3-4 mois là de janvier à mars, mars, avril, juin. Donc ça a été une grosse période de rush là-dessus, pour, monter notre offre en interne,
répondre à des pitchs et voilà, donc une belle aventure à ce moment-là. Yes. Ouais, donc c'est vraiment l'annonce, Meta qui a fait, le déclic de se dire, «Ouais, là, c'est vraiment là, il faut réagir, il C'est faut qu'on ça, commence même dans à». nos donc, pour finir, même dans nos clients un peu cœur de cible, comme tu disais, CAC 40, heu, tout le monde nous contactait, en mode, «Le métavers est là, il faut y aller», mais Ah toujours oui. avec la question: «Mais par contre, qu'est-ce qu'on y fait?» Ah et ouais, c'est vrai, ouais. voilà. Et donc là, évidemment, cette hype, elle s'est un peu, détendue maintenant, tu vois, 1 an après et puis tu commences à voir, finalement, ce qu'a fait Meta, en 1 an en injectant 15 milliards et tu dis: «Bon, Ouais, faut voir». ouais. Heu, mais il y a quand même, en fait, cette impression générale que c'est un truc qui va nous arriver dessus. Il faut le comprendre et il faut être présent, à la fois côté innovation, tu vois, lancer des POC, dire sur les réseaux sociaux, «On a fait ça». C'est pas la cible, telle que, vue, par les médias dans 10 ans, mais on comprend cette techno et on veut attirer aussi les talents de demain, pour construire ça, quoi. Yes. Là, porte d'entrée, métaverse, mais, est-ce que vous, enfin, dans vos offres de services, est-ce que vous proposez vraiment, globalement de tout? De la blockchain, privée, jusqu'à de la mise en place de smart contracts, éventuellement d'implémentation, peut-être pas de DAO, mais, ou de produits NFT, pour vos clients? Est-ce que vous balayez vraiment un petit peu, l'écosystème, Web3 dans sa globalité, ou c'est très axé, vous avez vos propres spécificités? Alors on essaie d'être assez exhaustif, sur l'approche. Comme je te disais, par secteur, on a à peu près une offre, déclinée en use case qu'on peut aider à développer. Nous, on est plus quand même dans une dynamique, d'intégrateur, donc on va pas avoir forcément l'expertise en interne, pour, construire le smart contract. Mais par contre, on a, ben, les contacts et les partenariats avec les plus petites boîtes, les startups, qui elles vont pouvoir apporter cette expertise technique et nous, du coup, l'expérience d'un projet de transformation, avec tout ce qui va venir, autour, la conduite du changement, le cadrage de projet, les KPIs à mettre en place, voilà, toute cette partie, plus gestion de projet, on va dire. Ouais. Et donc cette combinaison des 2 peut être intéressante sur ces aspects-là. Après sur des choses plus nouvelles comme les NFT, ben, on se forme quand même, ben, tu vois, à l'émission de NFT. Heu, Après il y a toute la partie encore une fois cadrage. Faire un NFT c'est gentil, mais il sert à quoi ton NFT, une fois que tu l'as lancé et que Oui. tu as 100 pécores qui l'ont acheté, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Est-ce que c'est le end goal, c'est fait et puis ta collection elle retombe à zéro et il y a pas d'échange? Ou est-ce que tu crées toute la tokenomics, toute la motivation derrière pour, en faire quelque chose de durable? Yes. Alors, je vais profiter, d'avoir, un interlocuteur qui, enfin, qui fait partie d'une entreprise qui s'adresse, à des boîtes, grosses type, CAC 40, parce que j'en ai pas tous les jours. Donc, je vais t'amener un petit peu sur ce sujet-là. Heu Est-ce que les clients, en général, c'était plutôt de la sensibilisation de la part de Capgemini vers vos clients? Ou il y avait un besoin des clients de dire, «S'il vous plaît, on entend parler de la blockchain, on voit les implémentations, on voit le potentiel que ça peut avoir, venez faire des sessions de formation, de sensibilisation». D'où vient en fonction des clients, cette initiative-là? Alors ça va être à plusieurs niveaux. Sur les sujets par exemple métaverse, il y a eu quand même beaucoup d'awareness, au premier semestre, où je te disais, ben, voilà, on sait que c'est là, qu'est-ce qu'on doit y faire? On sait pas trop. Donc c'est expliquer en fait les bases, les piliers du métaverse avec le Web3, l'idée d'avoir des tokens, l'idée de pouvoir échanger ça. Donc là-dessus, ouais, plutôt de l'awareness et plutôt des formations de base pour, bah, comprendre les enjeux de la techno. Sur la blockchain, on est quand même plus sur bah, des sujets plus spécifiques, tu vois? Qui ont attrait à la supply chain, résoudre des problématiques, heu, assez concrètes. Mais il y a moins cette hype, tu vois? Du nouveau sujet, maintenant ça fait déjà bien 5 6 ans qu'on en parle donc Heu, les interlocuteurs dans ce cas-là sont quand même un peu plus clairs sur leur sujet, et voilà, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? En fait, ce qu'on observe, c'est quand même sur les acteurs du CAC 40, heu, je ne sais pas si c'est une frilosité à se lancer corps et âme dans la blockchain,
mais on n'a pas énormément, je trouve, de propositions, sur ces secteurs-là. Tu vois, plus sur Metaverse et du coup, on parle en général à des cellulinos dans ce cas-là, qui lancent du coup des POC, qui vont lancer, un événement de recrutement dans le Metaverse ou, un espace de sandbox pour, essayer d'attirer du marketing, enfin voilà. Plus le côté marketing, expérimentation, RH, tout ça et quand même le côté grosse transfo, que ça soit les systèmes de paiement ou la supply, on en voit quand même moins pour l'instant, et je pense que c'est aussi lié au fait que, je te disais tout à l'heure en off, c'est quand même plus facile de le lancer, un projet from scratch, s qu'adapter une supply chain complète avec, 10 acteurs différents qui ont pas tous, les mêmes enjeux ou les mêmes, intérêts économiques, à leur dire, du jour au lendemain: «Bon, maintenant vous allez utiliser, notre token, notre truc et on va tout vérifier sur la blockchain, quoi». Ouais. Ouais, je comprends bien, mais justement, en termes de maturité de prise de décision par rapport à l'implémentation de ces solutions, aujourd'hui, est-ce qu'il y a vraiment des choses qui s'implémentent en termes de techno, parce que c'est vrai, il y a aussi cette question un petit peu de timing, hein, quant à l'implémentation, c'est-à-dire, 1, la maturité des clients sur la connaissance de cette technologie et sa capacité à prendre des décisions pour dire, «On va lâcher, 100 000 balles pour pouvoir, mettre ça sur notre chaîne, supply». Il y a aussi, les inconnus qu'il y a avec, par exemple, la régulation qui peut aussi, très Mmh. bien freiner. De l'autre côté, potentiellement, des clients avec qui ils travaillent, ils se disent: «Bah, ouais, mais nous, on est prêts pour le faire, mais ceux avec qui on va travailler ne le sont pas, forcément». Est-ce qu'il y a concrètement des implémentations de solutions blockchain aujourd'hui ou c'est principalement encore, de l'acculturation? Il y a quand même des projets qui se lancent là vers la fin 2022, je dirais il y a plus de traction côté, paiement, et là notamment on a un projet qui va se lancer sur, une offre de wallet digital. Et donc ce côté-là où tu vois, tu sens qu'il y a une institutionnalisation, progressive des cryptomonnaies à la fois par les banques, par, les institutions financières, ça commence à se sentir et donc les gens concrètement se disent: «Bon, on n'a pas non plus encore 10 ans, heu, devant nous avant de dire: "Il faut se lancer"». Parce que, d'ici 2-3 ans, bah, tu auras peut-être des wallets numériques, dans toutes les banques et donc il faut en être parmi les premiers plutôt que les derniers. Donc l'attraction vient quand même plus de ce côté-là que les sujets, en fait, très complexes à mettre en place avec, X acteurs différents et enfin, tu vois, là, dans les médias, il me semble, il y a quelques jours l'arrêt de TradeLens qui était une solution là pour, améliorer la supply chain, du fret. Et le truc a duré plusieurs années et c'était une expérimentation et là, ils se rendent compte que c'est trop compliqué à faire fonctionner, à l'échelle mondiale, avec, plein d'acteurs qui ne se parlent pas entre eux, qu'il faut digitaliser, numériser, c'est compliqué. Ouais, enfin, il y a plein de problématiques qui tournent autour et la technologie, elle est pas toujours, soit mature, soit complètement développée, soit efficiente, soit pertinente, soit fiable, soit sécure. Enfin, il y a énormément d'hypothèses à prendre en compte et c'est aussi un petit peu ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de bruit autour de tout ça, et c'est pour ça que je me permets à chaque fois de poser la question de qu'est-ce qui est implémenté? Qu'est-ce qui fonctionne bien? Quel use case fonctionne bien aujourd'hui en 2022? Oui, 2023, 2024 et par la suite, on voit le potentiel que ça a, mais concrètement, avec toutes les hypothèses qui gravitent autour, et les inconnus, qu'est-ce C'est qui ça. est fait aujourd'hui? Et mine de rien, c'est pas tant que ça. Alors ça arrive, on sent que le rouleau, compresseur se met en route. Moi alors je pense que je dis moi, mais on peut-être naïvement, on se dit aussi que les boîtes du CAC 40 sont il y a beaucoup d'inertie dans la prise de décision Aussi, ouais, parce qu'évidemment, c'est énorme. Donc avant de pouvoir se lancer, de donner le go, à travers les différents départements, ça peut mettre du temps. Est-ce que justement côté, grosse industrie, tu vois des domaines qui s'y intéressent plus que d'autres? Donc par exemple le luxe, la supply, le, les grandes distributions, la banque, enfin l'assurance. Est-ce que tu vois des narratives en termes de domaines qui commencent à arriver? alors, banque, assurance, by design, ils sont forcément intéressés par, tous ces modes de paiement nouveaux et numériques, donc ça, il y a pas de sujet. Mais il y a quand même une forte traction côté, luxe, ouais, luxe et retail. Hem,
où en fait, tu as quand même plusieurs dimensions qui viennent dans le jeu. C'est, le côté marketing, parler de ces sujets-là avec, tu vois, une collection de NFT sur telle ou telle, initiative ou un peu sociale, ou le côté métaverse où là, on se projette sur, la boutique du futur. Est-ce que l'utilisateur, veut pouvoir aller faire ses courses, dans un rayon en 3D, avec un casque de VR? Donc il y a pas mal de traction sur ces sujets-là qui sont plus, pour moi, marketing à l'heure actuelle, et moins dans le cœur enfin, tu vois, par exemple, l'initiative de Carrefour qui était, les poulets sur la blockchain là, la traçabilité des poulets, Ouais, heu, c'est super, tu vois? C'est une bonne, bah, c'est pas bête, hein. expérimentation. Après, est-ce que ça répond vraiment à, un enjeu sociétal où, tu disais, «Mon poulet, j'ai envie de savoir, exactement à quelle heure il a été, abattu et à quelle, quelle usine il est Ouais, mais passé». bah, la transparence, c'est juste un test, hein. Pour moi, la transparence aussi de ce qu'on achète, de ce qu'on bouffe, de ce qu'on met sur notre dos, de notre téléphone, de nos composants, enfin, je pense qu'il y a besoin aussi de transparence, pour voir un petit peu d'où ça vient concrètement parce que c'est très opaque. Aujourd'hui, même la composition un petit peu de ce qu'on a, tout ça, c'est opaque. Ça vient d'où? Qui fait quoi? Et la blockchain demain peut permettre de le faire. Alors après, ce sera pas pertinent partout, hein, ça je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à faire à ce niveau-là, quoi. Clairement, ça va dans une bonne optique, mais c'est, aujourd'hui il y a moins d'exposition médiatique là-dessus, je dirais. Et alors que des sujets, enfin, tu vois, les NFT, il y a plein d'applications entre le ticket, de concert ou de match que tu vas pouvoir revendre, qui va être du coup vérifié sur la blockchain, ou alors, la collection de petites images jolies, mais, avec un aspect social où en fait tes fonds vont être remis à telle association. Ou même se projeter, et là c'est plutôt la vision, d'Ariani qu'on avait rencontrée, qui était, utiliser le NFT comme, une sorte de cookie, de ton navigateur du futur, tu vois? Où tu vas airdropper, des NFT à tes utilisateurs, et derrière tu vas un peu voir, leurs, habitudes de consommation, et tu vas pouvoir aussi leur envoyer de la promotion, assez ciblée. Donc ça ouvre plein de nouvelles portes, pour ces usages-là, ouais. Ouais, bah, là, c'est parce que c'est très mis tout ce qui gravite autour des NFT globalement, c'est très mis en lumière, donc tout l'aspect marketing est vachement important. Ça fait beaucoup de bruit aussi dans les médias, mais il y a énormément d'applications NFT, que ça soit dans des grosses boîtes ou dans des petites boîtes, qui sont en train de se mettre en place, dans l'ombre, qui auront même pas d'ailleurs vocation forcément, à être mis en lumière, qui seront là et qui seront mis en place pour, gagner en pertinence, en efficience, en améliorer le la relation, client et qui n'auront pas, voilà, pas vocation à être marketés. Justement, on va arriver sur la fin de l'interview. Pierre, moi, ce que je voulais savoir, c'est côté, alors je vais faire les 2, hein, je vais faire pour Capgemini et pour toi, les enjeux, alors les enjeux pour Capgemini sur, les 2023-2024, s'il y a des points de passage, importants, si vous continuez, si ça continue à recruter ou pas, si ça, recrute sur d'autres domaines et puis, je serais intéressant aussi d'avoir ton point de vue sur des projets, sur des technos que toi tu vois sur 2023-2024 qui vont être intéressants, Alors, pour Capgemini, d'abord, je pense que ils sont toujours en recherche de talents, notamment, qui connaissent la technique et qui vont pouvoir faire avancer ces sujets-là, et proposer des use cases innovants qui ont des vrais intérêts pour le business et pour ces grosses boîtes qui sont nos clients. Hem, je pense que voilà, il va y avoir une forte traction par, les paiements numériques, en 2023. Il va y avoir également un peu le retour de bâton du métaverse où là, on se dit 1 an après, bon finalement, qu'est-ce qu'on y gagne? Et donc c'est là qu'il va falloir proposer une offre, forte, et des vrais, pareil, des vrais use cases, mais sur, ce que ça permet concrètement en termes de marketing, en termes de vente, en termes de, nouvelles habitudes de consommation. Donc là, il y a plein de choses à faire, il y a plein heu, de, mmh, de plateformes de métaverse qui se lancent, entre celles qui sont, très fermées à la Facebook, Apple qui essaye de prendre ses 30 sur chaque NFT, ou alors les trucs très ouverts à la Sandbox des Decentraland. Voilà, il faut pouvoir conseiller les clients sur ces espaces et ce qu'ils vont pouvoir y gagner. Donc ça, c'est pour, Capgemini. Après moi, personnellement, ce qui m'intéresse particulièrement là en 2023, c'est le gaming, la GameFi. Je trouve qu'il y a quand même
des belles choses qui sont en train de se faire. Alors, il y avait eu le play to earn, initialement et ce concept ou cette, idéologie marche pas tellement puisque en fait, tu extrais la valeur, indéfiniment de ton jeu jusqu'à qu'il y ait plus d'économie. Mais là, maintenant, on arrive plus dans le play and earn, avec des nouveaux concepts. Enfin, il y a eu Stephen aussi, qui a été une belle expérimentation qui a un peu, viré au cauchemar pour ceux qui ont acheté leur boots à 1 200 $. Mais, voilà, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'innovations par ce secteur-là. Moi, je suis, assez impliqué dans quelques DAO, côté jeu et ça bouge très vite. Il y a des belles ambitions et surtout, ce que je trouve intéressant, c'est ce côté, onboarding de la population Web 2, en effaçant un peu tout ce qui est termes barbares, NFT, blockchain, vérifiable, tout ça, et reprendre un vocabulaire classique du jeu vidéo, tout en donnant l'avantage d'un asset que tu vas pouvoir garder dans ton wallet et que tu vas pouvoir, revendre, in fine, tu vois. Yes, super, très bon mot de la fin. Je te remercie pour ton temps et ton partage, Pierre. Très bonne journée. Merci à toi et à la prochaine.